Les évocations liées au sable sont toutes empreintes de plaisir passager. Plaisir sensuel des pieds qui le foulent, plaisir visuel de ces étendues lisses et blondes. Le sable apparaît rarement comme un lieu de vie. Les rencontres sont possibles, quelquefois nombreuses, parfois stupéfiantes, d'autres encore émouvantes, en tout cas toujours instructives. Mais la patience est indispensable pour ces rendez-vous. Du plus petit, à peine visible, au plus grand rassemblement, chaque rencontre a son heure rythmée par le soleil. Au lever du jour, on trouve des poissons qui dorment encore, tandis que d'autres sont déjà en activité. Ce sont des individus isolés qui se sont mis en quête de nourriture. Parmi les poissons qui dorment, certains ont choisi de se poser sur le sable comme cette raie et ce mérou, tandis que d'autres forment un groupe compact au-dessus du sable. Rassemblés pour la nuit, ce banc de mulets se disperse de manière paresseuse. Ils n'ont pas le choix, car une carangue rôde dans les parages. Lorsque les premiers rayons de soleil pénètrent l'eau, comme par magie, la vie se met en effervescence. Pour ces retardataires, il est temps de se réveiller. Dans un ultime bâillement, le mérou commence sa journée et ainsi chacun gagne sa zone de prédilection et part à la recherche de son repas. Les poissons que l'on rencontre ici se nourrissent en général d'organismes vivants dans le sable. Du petit crustacé aux déchets organiques, chacun trouvera de quoi se rassasier. Ce qui les différencie, c'est surtout les méthodes qu'ils utilisent pour chercher. Les mulets, en petites escadrilles, toujours en mouvement, survolent le sol en rase-motte. Ils grattent avec leurs fortes lèvres épaisses et n'hésitent pas à aspirer le sable. Ils le trient, le recrachent et ne conservent que les micro-organismes dont ils se nourrissent. Ces jeunes poissons-chats cherchent eux aussi des petits crustacés cachés dans le sable. Ils sont impressionnants de vie, de cohésion et de rapidité. Cette boule vivante qui se déplace de manière synchronisée est fascinante à regarder. Il donne l'impression d'être une bande de jeunes intrépides et on ne sait plus ce qui l'emporte entre le jeu et la recherche de nourriture. Réunis eux aussi en petits groupes, mais plus consciencieux, les rougets fouillent le sable. Telle une horde frénétique, ils cherchent de manière méthodique, avec leurs barbillons situés en dessous du menton. Ces antennes leur permettent de toucher et de sentir les vers et les crustacés qu'ils affectionnent. De son côté, la raie à points bleus, solitaire, a opté pour une technique de forage. Elle fouille le sable sans se déplacer et cherche en profondeur. Grande travailleuse, elle laisse derrière elle un nuage de sédiments. Mais elle n'est pas si solitaire que ça. En effet, elle est suivie de près par ce poisson qui la surveille. La raie, tout à son labeur, ne semble pas s'en préoccuper. L'a-t-elle vu? Certainement, car il ne se cache pas. Y a-t-il un accord tacite entre eux?
la récupération des restes en contrepartie d'une protection. On ne le sait pas vraiment, mais toujours est-il que ce bec de cane observe et attend patiemment. Plus loin, sur les zones exposées au courant, une colonie d'anguilles jardinières fait son apparition. Elles ne se déplacent pas et ne quittent donc jamais leur terrier. Elles vivent en colonies de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'individus. Chacune se tient dans une longue galerie creusée dans le sable où elle se réfugie dès qu'elle se sent menacée. D'un naturel timide, elles sortent la tête et une partie de leur corps longiligne pour happer les micro-organismes vivants qui passent à proximité. D'autres aussi raffolent de ces organismes invisibles. Ce sont les maquereaux qui tournoient dans le soleil. Ils prennent une posture impressionnante. L'ouverture de leur bouche devient plus large que leur corps, et ils filtrent ainsi l'eau de mer. La matinée touche à sa fin et le soleil arrive à son zénith. Pour certains opportunistes, c'est encore l'heure du repas. À l'ombre d'un bateau ancré dans la baie, les rémoras se repaissent des restes passés par-dessus bord. Cette pomme de terre devient alors l'objet de toutes les convoitises. À l'abri du soleil, ce groupe a choisi une place stratégique dans l'attente d'une proposition de covoiturage pour un voyage au long cours. Leur large ventouse aplatie sur le dessus de la tête permet aux rémoras de se fixer à de grands poissons. Ces autostoppeurs du grand large voyagent ainsi à travers les océans sans se fatiguer. Et les rémoras se lancent dans un long voyage grâce à cette tortue. En tout début d'après-midi, il n'y a apparemment plus personne. Tout semble désert. Mais où sont-ils donc tous passés ? Certains recherchent l'ombre des bateaux ancrés près des plages, pendant que d'autres observent à l'abri des regards. Mais ils sont bien là, si intimement intégrés au paysage qu'il faut s'approcher au plus près et scruter attentivement chaque centimètre carré pour les découvrir. C'est le cas des poissons plats. Ils sont totalement asymétriques.
Leurs yeux ont migré sur le même côté, leur bouche se positionne de travers et leur camouflage est parfait. Il faut presque savoir qu'on va les trouver dans les parages pour les remarquer. Seule la granulation différencie les deux et permet d'identifier les poissons plats. La moindre alerte provoque une réaction immédiate. En une fraction de seconde, la sole s'enroule sur elle-même et se détend brusquement. Elle a déjà disparu. Ne reste que la poussière. Autres champions du mimétisme, les hippocampes et les cygnates, proches parents, sont reconnaissables à leur même museau tubulaire. Leur régime alimentaire est constitué de petits crustacés qui vivent sur le fond. Ils se fondent eux aussi dans leur environnement par leur coloration ou leur morphologie. Ici, sur le sable, on devine l'hippocampe. Ballotté par le courant, il semble fragile et on comprend qu'il s'empresse de s'accrocher au premier support venu. Une fois solidement arrimé, pareil à un lambeau d'algues, il commence son frugal repas. Il picore, avec préciosité, çà et là, et s'étire au maximum dans l'espoir d'un petit supplément. Son camouflage très sophistiqué imite à la perfection les particules végétales. Plus loin, telles des brindilles flottantes, presque immobiles et invisibles, des poissons flûtes prennent la couleur des reflets de l'eau et du sable dans le soleil. La transparence de leur corps évoque la fragilité du verre. Perfectionnistes dans l'art du camouflage, seule leur ombre est décelable. L'après-midi avance. Un étrange animal jaillit du sol et entreprend une course folle. Il s'agit d'un uranoscope de Dollfus. Il est reconnaissable à la marque noire qu'il porte sur la première nageoire dorsale. L'extrémité supérieure de chaque opercule porte une épine venimeuse qui le rend dangereux. Plus loin, une forme étrange. C'est encore une anguille. Mais celle-ci est solitaire. Elle est pourvue d'une tête conique avec une bouche très large qu'elle ouvre et referme sans arrêt. Le tout, mal équilibré, n'est pas très esthétique. C'est peut-être la raison qui encourage l'anguille à rester cachée. Plus loin encore, un goby monte la garde devant sa tanière. Il cohabite avec une crevette. En cas d'alerte, c'est le repli immédiat à l'intérieur de la cachette. Alors qu'à première vue, tout semblait désertique et inanimé, ce petit tour sur le sable démontre la richesse de la vie qui s'y trouve.
Les perroquets se mélangent aux chirurgiens à voile, aux poissons bagnards et aux barracudas. Ce banc de barracudas semble être composé de juvéniles, car ils sont 3 ou 4 fois plus petits que les barracudas les plus communs. Et on sait aussi que les juvéniles préfèrent les eaux côtières plutôt que la pente externe du récif. Mais leur couleur n'est pourtant pas celle de juvéniles. En fait, il s'agit d'une espèce appelée bécune à queue jaune. Leur mâchoire saillante leur donne une ressemblance certaine avec les brochets, lointains cousins d'eau douce. La vie paraît tranquille, mais cette paix est factice. Soudain, tout s'accélère. Une carangue surgit et fond sur le banc de barracudas pour lesquels elle constitue pratiquement le seul ennemi. Le banc se regroupe en une véritable pelote d'aiguilles vivantes tourbillonnantes. Le danger s'intensifie avec l'arrivée d'une deuxième carangue. En fin d'après-midi, c'est l'heure où la crevette, colocataire du goby, sort. Les tâches sont partagées. Le goby assure la surveillance, pendant que la crevette s'occupe des travaux d'entretien de la maison, qui consistent en un perpétuel désensablement. Utilisant ses pattes comme pelle, elle creuse et pousse le sable à l'extérieur du logis. En vigile sérieux, tel qui nous est apparu pendant l'après-midi, le goby scrute l'horizon, appréhende tout mouvement suspect et avertit sa compagne presque aveugle. En contact permanent avec la crevette, qui le touche par au moins une de ses antennes, le goby la prévient d'éventuels dangers. Une fois la crevette à l'intérieur, le goby la suit immédiatement. Peu à peu, l'activité se ralentit. L'obscurité envahit les lieux et invite les acteurs du jour à disparaître dans le noir. Il est temps de s'installer pour la nuit. Sans paupières, les poissons se reposent les yeux ouverts. Enterrés dans le sable ou juste posés sur le sol, ils se préparent à un repos bien mérité. À l'inverse, pour d'autres, c'est le moment de se mettre en piste. Dans une ambiance feutrée, les noctambules font leur apparition.
Caché le jour dans le sable, ce cône vit la nuit. Sa coquille, brillante d'un maillage et d'une couleur artistiquement répartie, est une tentation pour la main. On a envie de le prendre pour l'examiner de plus près. Mais attention, ce cône textile est dangereux. La trompe que l'on aperçoit dissimule des dards au venin mortel. Très agile, le cône textile glisse avec souplesse et élégance, en laissant une trace de mucus sur son passage avant de disparaître. Une prospection plus poussée du sable nous conduit vers un début de labyrinthe. En s'approchant, on constate que le sable bouge. On ne verra ni la tête ni la queue, seulement un long lacet, certainement le corps d'un ver. La nuit fait place à des créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Attirés par la lumière, les rascasses volantes entrent en action. Sous leurs allures de princesses se cachent de véritables tueuses. Dès qu'un petit poisson passe, elles le gobent littéralement. Les rascasses nous guident vers une famille d'uranoscopes. Une mère et ses 3 enfants qui se dandinent en famille avant de s'enterrer. Et le père, où est-il? Est-ce lui, cet autre uranoscope posté à l'affût à quelque distance de là? Il est maintenant complètement enfoui, les mâchoires saillantes comme une herse à dents. Une démarche balourde, des naseaux en soufflerie, un faciès préhistorique. Pas très beau l'uranoscope. Une myriade de petits poissons, moustiques de la mer, s'ébattent dans la lumière des lampes. La magie de la plongée de nuit laisse un souvenir inoubliable. Quelle vie sous les lampes et sur le sable. D'un abord moins spectaculaire et moins coloré que le récif, le regard sur le sable se mérite. Il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer pour découvrir que ce monde regorge de vie et de mystère.